Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Pater. Maston Pater. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, épisode débrief de la draft. Après la NFC West, on enchaîne avec le même côté des États-Unis, mais cette fois-ci l'AFC. Et pour m'accompagner, je suis toujours avec Alex. Comment vas-tu, Alex ? Écoute, je crois que c'est la preview qui me hype le plus, notamment parce qu'il y a une petite équipe qui m'intéresse et je te laisse en parler, je te laisse deviner en tout cas laquelle c'est, mais non, mais en tout cas très content d'être là et puis ça va être cool de parler draft encore une fois avec toi, mon cher compagnon. Tu parlais des Chiefs parce que tu en as marre de souffrir, c'est ça ? Ouais, c'est ça, j'ai changé. C'est bon. J'ai arrêté. On arrête les frais de la souffrance sont finis. Maintenant, je veux profiter devant les matchs. C'est bon. C'est bien évidemment la dernière équipe dont on parlera. Donc c'est pareil, cette émission durera à peu près 2h45, 3h. On n'a pas de limite là-dessus. Personne ne nous attend. Donc on est assez free. C'est libre antenne, c'est Skyrock. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes et tous les réseaux. Twitter X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube et Twitch, partout @ le front office. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et comme d'habitude sur Twitch, si vous avez un petit Prime qui traîne, un petit cadeau de Jeff Bezos, n'hésitez pas à nous le donner. Ça nous booste et ça nous motive encore plus pour faire encore plus de contenu et voilà, pour avancer encore plus sur ce beau sport et sur cette belle association, parce que c'est une asso, qui est la NFL. On est parti. Avant de commencer, petit récap des autres divisions qu'on a pu faire. Et là, normalement, ça va bien fonctionner. Voilà. Donc voilà où on en est. Donc toujours la tier list avec 5 listes bien précises. Les vainqueurs de la draft, les bons élèves, une bonne draft, mais ils auraient pu mieux faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc on a fait, comme j'ai dit, la NFC West précédemment. Donc on trouve bien les Cards, les Seahawks, les Rams et en toute dernière position, les Niners. Donc là, on va enchaîner de la même manière avec les Kansas City Chiefs. Et on est parti avec le tour numéro 1 et le dernier pick de ce tour, donc le pick 32. Ils ont sélectionné Josh Simons, offensive tackle d'Ohio State. L'évidence, j'ai envie de dire. Je crois que c'était un des picks qu'on voyait le plus apparaître, en tout cas sur les dernières mock drafts de la part des analystes US. Et c'était une des raisons, enfin on savait que Josh Simmons allait tomber, notamment dû à sa blessure en 2024, qui l'a éloigné des terrains toute la saison, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que je pense que c'est un joueur ultra talentueux qui, sans sa blessure, aurait pu prétendre vraiment à un top 10, voire même être le premier offensive tackle pris durant cette draft. Et pour moi, les Chiefs prennent un pari qui, s'il est pas respecté, c'est pas dérangeant dans la mesure où, bon, c'est quand même un premier tour, mais ça va pas handicaper ton équipe. Tu as quand même réussi à faire un Super Bowl sans lui, donc je pense qu'ils pourront quand même être compétitifs sans lui. Mais si ça marche, je pense qu'on va se demander tous pourquoi on a laissé tomber Josh Simmons aux Chiefs. Et je pense à des franchises, tu vois, notamment par exemple les Houston Texans qui ont trade down durant cette draft. On s'imaginait à ce moment-là de la draft qu'il était toujours dispo, qu'ils allaient le prendre. Ils l'ont pas pris, j'espère pour eux, qui jouent en plus dans la même conférence, qu'ils vont pas regretter de ne pas avoir pris un Josh Simmons. Ou même d'autres équipes, hein, je pense à Baltimore qui avait peut-être aussi des besoins de tackle, ou en tout cas pour l'après Ronnie Stanley par exemple, ce genre de choses. Voilà, je pense que c'est un pari qui se tente pour les Chiefs. Moi je l'entends très clairement, il n'y a pas de souci là-dessus. Si ça marche, c'est clairement un style, parce que c'est un joueur qui est ultra talentueux, qui a une mobilité rare pour son gabarit, et qui pour moi a vraiment une très très bonne technique, en tout cas de ce qu'il avait montré en 2023. Donc voilà, l'aspect santé va être primordial pour son développement, et je pense qu'en plus ils ont l'avantage de ne pas être dans une situation où ils vont devoir le rusher. Et ça c'est toujours bien aussi, c'est toujours de prendre le temps de développer ses joueurs. Et je pense que ça peut vraiment valoir la peine de prendre le temps avec lui, quitte à l'asseoir, même limite si, pendant le 3/4 de la saison, tu vois. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, t'attends un an, voilà. Tu prends le temps avec lui de le développer, et je pense que ça peut marcher dans ces cas-là.
Ouais, je te rejoins complètement. On savait qu'il allait glisser dû à sa blessure, qui est quand même une très grosse blessure pour un offensive tackle. Mais effectivement, si ça clique, bah, ça sera l'un des plus gros styles de cette draft, logiquement. Après, comme tu l'as dit, ils ont aussi signé Jalen Moore des Niners pendant l'intersaison. Donc, en fait, cette position-là de left tackle, effectivement, ils ne vont pas presser le retour de Joyce Simons, même si ça a été une des positions les plus en difficulté l'année dernière chez les Chiefs. Il n'y a pas urgence. Il n'y a pas urgence. Et bon joueur à une bonne position à voir toujours. Et là, c'est le red flag, c'est la principale interrogation. S'il se remet bien de sa blessure, s'il se remet bien, bah, c'est top pour eux. S'il se remet moins bien, ça sera un tour numéro 1 de gâché. Mais en même temps, voilà, tu l'as tenté. Si ça fonctionne, tu as le plus gros retour sur investissement. Si ça ne fonctionne pas, tu repars sur un autre projet dans 1, 2 ou 3 ans. Exactement. Avec le tour numéro 2, le pick 31, ils sont partis sur Omar Norman-Lott, le defensive tackle de Tennessee, que je sais tu as toi en très haute estime. Alors oui, je l'avais fait des fiches, j'avais fait une fiche dessus, il est dans mon top 10 des defensive tackle. Il est dans le range à peu près que je l'attendais, donc moi j'ai pas trop de problème là-dessus. Et je trouve ce qui est pas mal, c'est que c'est pour moi un vrai remplaçant à Jerzan Newton, enfin non, comment il s'appelle, le defensive tackle qu'ils ont perdu en tout cas à la free agency, j'ai plus son nom, mais ça commence par ça. Et pour moi c'est vraiment ce profil-là de defensive tackle qui est plus orienté sur le pass rush. Et c'est ce qui leur manquait un petit peu. Alors lui, Omar Norman-Lott, a un peu le défaut de ne pas avoir joué énormément de snaps à Tennessee, parce que Tennessee, faut le savoir, mais c'est une défense, en tout cas sur leur D-line, il faisait beaucoup de rotation. Du coup, tu regardes son nombre de snaps, bah, il est vraiment peu élevé comparé à certains concurrents de sa QV, ce qui peut le desservir et ce qui peut aussi montrer pourquoi il est descendu. Mais par contre, quand il a joué, il a montré vraiment des choses super intéressantes sur le pass rush. Il a un très bon gabarit. Voilà, moi je pense que ça peut être un bon complément à Chris Jones à l'avenir, si c'est bien développé. Et dans un premier temps, tu vois, ce sera dans la rotation. Tu vas pas lui demander d'être titulaire day one, et ça, c'est tout à fait normal pour un joueur qui manque de référence, en tout cas au niveau universitaire. Mais il a tous les tools athlétiques et techniques, je pense, pour être un joueur impactant à l'échelon supérieur. Il faudra juste, voilà, prendre le temps. Et c'est un peu à la manière d'un Josh Simmons, même si Josh Simmons était quand même un profil qui avait un meilleur plancher, mais avec des problèmes médicaux qu'on a déjà cités. Mais tu vois, Omar Norman-Lott, vraiment, ça s'inscrit, je pense, dans un projet sur 2-3 ans où tu espères que d'ici 2 ans, voilà, ce sera ton titulaire à côté d'un Chris Jones, ou même, pourquoi pas, prendre la relève de ce dernier, si tout se passe bien et si tu arrives à atteindre le plafond de ce joueur, en tout cas. Sur le joueur qui est parti, c'était soit Tershawn Wharton, soit Derek Nady. Mais Tershawn Wharton. Tershawn Wharton, je cherchais le nom, toujours un nom un peu compliqué, des noms que tu n'as jamais vus, mais voilà, c'est ça. Non, Jerzan Newton, c'était le defensive tackle des Commanders, j'ai confondu avec celui-là. Passion, prénom, vous commencez à savoir. J'aime bien le joueur, j'aime bien le pick, dans le sens où, comme tu l'as dit, ils ont perdu quelques joueurs importants sur la ligne défensive pendant l'intersaison. On savait qu'il fallait la considérer, ça a été considéré relativement tôt dans la draft, et c'est ce qu'ont toujours fait finalement les Chiefs, c'est-à-dire d'apporter à chaque fois du 109 assez régulièrement sur la D-line, quitte à laisser partir des joueurs pendant la free agency et d'en reprendre d'autres à la draft. C'est ce qu'ils ont fait encore une fois cette saison. Ça a en plus permettre le développement de Norman-Lott avec Chris Jones. Alors moi, Karlaftis, lui, il va chapeauter un autre edge pris un petit peu plus tard. Mais voilà, tu as des joueurs qui sont titulaires, des joueurs élites qui sont titulaires dans cette défense. Tu rajoutes en fait des joueurs de complément pour lesquels ils vont pas avoir la pression sur les épaules pour faire des stats mirobolantes, pour avoir dès la première saison 6, 7, 8 sacs et être ultra performant sur le run stop. Mais ils vont pouvoir se développer tranquillement. Et puis, durant l'année 2, l'année 3, les mecs, ils seront plus qu'une simple rotation. Ils seront des mecs qui seront plutôt sur la première squad et demi, et puis qui feront le taf, quoi. Donc, c'est ce qu'ont toujours fait les Chiefs sur les dernières années. Ça a fonctionné. Ça continue de fonctionner. Et je trouve que, voilà, ils n'ont pas de raison de s'arrêter à l'heure actuelle. Donc, totalement d'accord. Ils peuvent se permettre, tu vois, de prendre un projet comme defensive tackle. Et c'est pourquoi je pense qu'on le value tous les deux. Ouais.
Au niveau du tour numéro 3, ils avaient le pick 2, puisqu'ils avaient échangé Darius Sneed avec les Titans l'année dernière, donc c'était le pick des Titans. Ils ont pris le edge de Louisville, Ashton Guillot, toujours au tour numéro 3, pick 21. Ils ont pris Noel Williams, le cornerback de California, avec le tour 4, pick 31. Ils ont pris le wide receiver de Utah State, Jalen Royals, avec le 5e tour, pick 20, Jeffrey Bassa, le linebacker d'Oregon. Et avec le 7e tour, pick 12, Brashard Smith, running back de SMU. Alors, quel joueur t'as pas envie de parler? Parce que j'ai l'impression que t'as bien aimé la fin de deuxième jour et troisième jour des Chiefs. Tu sais quoi, je vais parler tout de suite du choix qui m'a un peu déçu. On va faire d'abord le négatif, puis après on va parler du positif, parce qu'il y en a beaucoup dans le reste de leur draft de joueurs que j'apprécie. Mais là, le joueur que j'aime le moins, enfin en tout cas le choix que j'aime le moins, c'est Ashton Gillott. Pour moi, c'est un de ceux, je trouve en tout cas un petit peu riche d'au moins un tour. Je l'avais aux alentours du 4e tour. Parce que pour moi, il n'a pas un profil athlétique si démentiel. Et ça reste un joueur qui a produit au niveau universitaire, qui a quand même une bonne base de travail et qui a montré des bonnes choses. Mais je trouve que son plancher est assez solide. Dans une rotation, ça va apporter, je pense, dès le premier jour. Mais par contre, à l'avenir, je pense que son plafond n'est pas si impressionnant que ça. Ça reste majoritairement, je pense, un run stopper. Et même s'il a un bon moteur, je pense que c'est un joueur qui, voilà, va falloir qu'il travaille sur son arsenal de pass rush. Je pense qu'ils avaient mieux à faire, en tout cas sur cette position au 3e tour. Quand je regarde un petit peu ce qu'il y avait encore sur le board au moment du pick, tu avais du London Jackson, tu avais du Princely Human Millen qui est parti au Carolina Panthers. Pour moi, tu avais du talent qui pouvait être encore disponible et que j'avais au-dessus de Ashton Gillott. Donc c'est pour ça que alors, la position elle est bien adressée parce que tu avais un besoin sur le poste de edge derrière McDana et Félix Anudike-Uzomah qui n'arrive pas à confirmer son statut de premier tour. Et pour moi, il faut vraiment quelqu'un à l'opposé de George Karlaftis. Et je ne sais pas si c'est le plus complémentaire dans un premier temps à George Karlaftis, mais en plus, je ne sais pas si niveau talent du joueur, ce sera un joueur qui pourrait être vraiment titulaire à l'échelon supérieur dans une équipe qui va être contender en fait. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. Pour moi, j'aurais bien aimé qu'ils prennent, je sais pas, tu vois, par exemple, un profil vraiment plus orienté pass rush, comme un Josiah Stewart, par exemple, ou un Princely Human Millen, qui sont vraiment deux joueurs excellents sur le pass rush, qui ont vraiment des qualités indéniables sur cet aspect-là du jeu. Et je trouve que ça aurait été plus complémentaire à un George Karlaftis qui est un très bon edge setter et qui est même vraiment plus que ça, qui est vraiment un bis pour moi dans une équipe contender. Et ça, il n'y a pas de doute. Il a vraiment montré que c'était un parfait pendant à Chris Jones pour être une menace vraiment sur cette D-line. Et les Chiefs en sont ravis en tout cas du choix du premier tour il y a 3 ans maintenant. Donc pour moi, il faut quelqu'un de complément à George Karlaftis et je suis pas sûr qu'ils l'ont trouvé dans cette draft-là. C'est un peu dommage parce qu'il y avait encore des noms très sympas sur le board. Mais pour finir sur le positif, tous les picks d'après sont excellents. Pour moi, Noel Williams, c'est de la très bonne value. Cornerback qui va apporter dans ta rotation. Derrière un Christian Fulton ou derrière du McDuffie, par exemple. Je sais qu'ils sont en Shamari Connor dans le slot qui a fait un super boulot l'année dernière. Et pour moi, Noel Williams, c'est vraiment un joueur qui a des ball skills excellents. Et puis il y a ma pépite, Jalen Royals. Voilà. Jalen Royals, moi, c'était un joueur, j'étais très au-dessus. J'avais au moins au 2e tour. Et je l'ai vu glisser, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Alors peut-être il y a l'idée de l'université et l'idée de la projection, parce qu'il y en a certains qui le voient comme un futur slot, alors qu'il a joué essentiellement à l'outside au niveau du college football, enfin en tout cas au niveau universitaire. Mais pour moi, c'est un joueur qui va vraiment fit avec ce qu'ils sont déjà en offense. Et ça peut être un bon complément à ce que tu as, à ce que tu as avec Xavier Worthy et du Rashee Rice par exemple. Donc pour moi, ça peut être vraiment une arme. Au 4e tour, tu laisses Patrick Mahomes avoir une arme comme celle-ci. C'est pas une bonne idée de lui laisser Jalen Royals dans les mains parce que je pense qu'il peut en faire vraiment quelque chose et on dirait qu'il peut vraiment en faire quelque chose de très sympa et ça m'embête parce que je vais les affronter 2 fois par an. Tu disais 4e tour, c'est une fin de 4e tour en plus, avec le pick 31. Donc ouais. Très note à rajouter, effectivement. Gillott, ouais, il va être bon pour les premières saisons, en tout cas sur le run-stop. Je pense qu'ils l'ont pris pour ça au tout début. Il va y avoir ses moves et son pass rush à développer. C'est vrai que, je sais pas, ça fait peut-être un petit peu tôt avec le pick 2 du 3e tour, je te rejoins. Après, les autres joueurs, ouais,
ça sera plus que des joueurs de complément. À voir ce que va faire Brashard Smith dans cette escouade-là, mais bon, j'ai pas dans l'idée parce que ils ont re-signé. Ils ont qui en running back? S'ils ont re-signé Kareem Hunt, j'avais un doute. À voir, parce qu'ils ont aussi signé Elijah Mitchell des Niners. À voir. À voir s'il arrive à avoir de la rotation. Est-ce que c'est la dernière saison d'Azea Pacheco chez les Chiefs? Peut-être. Écoute, on verra, mais bon, tu ne prends pas trop de risques de toute façon à la position où tu le prends. Jeffrey Bassa, dans le corps de linebacker déjà existant, il va s'éclater, clairement. Et puis Jalen Royals, quoi. C'est vrai que celui-là, il y avait une équipe que tu ne voulais pas le voir prendre, c'était les Chiefs, parce que tu sais qu'ils peuvent très bien l'utiliser et ils le prennent. Et même, tu vois, Brashard Smith, pour moi, il a cette capacité à être excellent à la réception et on sait qu'Andy Reid raffole en fait des profils de running back qui sont bons à la réception. Alors, c'est pas vraiment, ouais, c'est pas un running back comme des Pacheco ou qui sont des profils physiques. Hein. Lui, il est vraiment léger, c'est un gabarit assez fin. Un ancien receveur en plus, si je dis pas de bêtises, mais tu vois, il peut t'apporter sur les special teams et également sur le jeu aérien, sur les troisième tentatives par exemple. Donc ça, c'est pareil, c'est une arme de plus. C'est comme ils avaient avec un ancien McKinnon, tu vois, par exemple. C'est ce profil-là un peu. Enfin, McKinnon était plus physique, donc tu vois, Brashard Smith, il faut qu'il amène un peu de muscle et qu'il en prenne l'échelon supérieur. Mais tu vois, pour moi, dans l'utilisation que tu peux en faire, tu peux clairement avoir pareil, un couteau suisse en attaque qui va encore te rendre ton attaque encore plus imprévisible. Et c'est vrai que ça a été le problème depuis 2 ans maintenant, leur offense, qui manque un peu de star player. En tout cas, au niveau qui manque de cible plutôt, pas vraiment de star player, mais qui manque plutôt de cible de complément à Travis Kelce pour aider Patrick Mahomes en tout cas. Ça nous donne du coup pour les Chiefs, au niveau de la tier list, on les a mis dans la deuxième tier, en bons élèves. C'est ça, bons élèves parce que ils prennent des joueurs vraiment de très très bonne value sur ce 3e jour de draft. Tu prends des projets qui sont solides, mais en même temps des joueurs qui peuvent être des titulaires année 2, fin d'année 1, début d'année 2, tu vois. Il y a des paris, hein. Josh Simmons, c'est un pari, mais si ça marche, ça peut être exceptionnel. Et pour moi, ce qui les fait descendre, c'est la value de Ashton Gilliott. Et sur ce 3e tour, tu aurais pu avoir mieux sur le poste de edge. Je trouve ça un peu dommage. Après, ça reste un bon joueur de foot et tu sais que ce sera utile dans ta rotation à minima. Et pour moi, il va forcément un moment jouer. Donc voilà, je pinaille un peu et c'est ce qui les fait descendre un peu, tu vois, sur ce board. Mais c'est une draft solide qui va leur permettre de rester compétitifs dans cette AFC West et dans cette AFC au global. Il va falloir se lever de bonne heure pour aller chercher les Chiefs, encore une fois. Et puis on est là pour pinailler, ça fait du bien. Exactement. On continue avec les Los Angeles Chargers. Donc les Chargers, ils sont partis au premier tour avec le pick 22 sur Omarion Hampton, running back de North Carolina. Pareil, c'est un choix que j'aime pas, mais pas pour les mauvaises raisons, parce que moi je l'aime pas parce que je sais que je vais l'affronter pendant au moins 4-5 ans avec les Raiders. Mais en vrai, j'aime bien le choix si j'étais un supporter neutre. En tout cas, je trouve que je suis, que j'aime bien le choix. Alors, on sait qu'ils ont pris Najee Harris, mais Najee Harris, c'est que pour un an. Donc ça aussi, pareil, je pense qu'ils ont pris Najee Harris pour, camoufler un petit peu leur stratégie avant la draft. Et en soi, ça fait pour une première année, ça fait un bon complément entre les deux. Tu sais que Jim Harbaugh adore courir et ça va être clairement le leitmotiv de cette équipe des Chargers. Ça va courir vraiment et ça va vraiment faire que ça dans un premier temps. Et tu sais qu'Omarion Hampton, c'était le deuxième meilleur running back de la QV. Tu as vu les Raiders sélectionner un autre running back avant, mais je pense que tu as voulu répondre aussi dans ce sens-là, en rajoutant du talent sur cette position. Et ça va être très intéressant de suivre la petite bataille entre les deux running backs sélectionnés au premier tour par ces deux franchises de la même division. Et ça reste un joueur, pour moi, on a fait une fiche dessus. Deuxième running back sur le board, pour moi, c'est l'un des plus complets de la QV. Il a une excellente vision, profil athlétique qui sait briser des plaquages, qui est vraiment impactant, qui a une très bonne main pour la réception. Donc pour moi, ça peut vraiment être une bonne soupape de sécurité aussi pour Herbert. Et qui fit avec ce qu'ils veulent mettre en place au niveau de l'offense. Donc choix assez logique. Il y en a qui vont critiquer la value des running backs au premier tour, mais quand ton système de jeu est basé sur courir exceptionnellement, c'est toujours mieux d'avoir Omarion Hampton que Gus Edwards en tant que running back numéro 1. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter que ça.
Ouais, moi j'aime beaucoup, beaucoup le pick. Alors c'est peut-être un petit peu haut et en même temps on l'avait évoqué que Hampton, ça serait un petit peu comment dire, la clé de voûte, je dirais, du rush de running back qui pourrait y avoir au début du second tour. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Les deux premiers running backs, ceux qui étaient attendus en tout cas le plus haut, Genty et Hampton, sont partis au premier tour. Ça a créé un rush au tout début du second tour sur le running back, donc c'était un petit peu attendu. Hampton, il n'aurait pas été dispo au deuxième tour dans l'absolu. Donc, si tu aimes bien le joueur, bah, prends-le. Après, il y a eu des échos comme quoi les Chargers essaient de trade down un petit peu ce pick-là, notamment avec les Eagles qui voulaient remonter pour Jihad Campbell. Donc voilà, c'est aussi pour ça, au moment de la draft, on s'est un petit peu posé la question où l'horloge est allée jusqu'au bout des 10 minutes. C'est une des raisons aussi évoquées. Voilà. Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que le fait aussi que les deux tight ends principaux soient partis a fait que les Chargers soient partis sur le poste de running back au tout début? J'ai plutôt cette lecture-là. On ne saura jamais, je pense. Avec le tour numéro 2, pick 23, ils sont partis sur Trey Harris, le wide receiver de Mississippi. C'est un choix que je peux comprendre. Je ne sais pas si je serais parti là-dessus. En tout cas, alors, on sait qu'ils ont des problèmes sur cette escouade de receveurs, mais en soi, vu leur style de jeu et vu l'explosion d'Alan McConkey, tu pouvais te demander si c'était un poste qui allait être considéré assez tôt dans cette draft. Visiblement, oui, parce qu'ils ont besoin quand même de joueurs pour étirer le jeu et pour rendre cette attaque encore plus imprévisible. Alors, ils l'ont fait avec Trey Harris, qui est quand même un joueur qui a joué à Ole Miss dans des systèmes. Alors, j'en parlais avec Valentin de The Trick Play, qui est fan d'Ole Miss et qui connaît très bien le joueur et qui disait que c'est un joueur qui n'a pas été si bien utilisé que ça dans une moindre mesure, qui a un arbre tracé limité de par son utilisation à Ole Miss et ce qui limite assez grandement son développement. C'est un joueur quand même qui a des qualités athlétiques indéniables, tu vois. C'est un mec qui va vite, c'est un gars puissant, physique. Comme on a déjà vu des receveurs grands et puissants de Miss, bah, tu vois, il est un peu dans cette même catégorie, mais lui, il est vraiment encore plus brut que les derniers qui sont sortis. Et donc, je peux comprendre des gens qui disent que ça fait peut-être un peu tôt parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Mais après, en soi, je pense que dans un premier temps, ce qu'il va apporter, ça va être surtout d'étirer le jeu pour laisser de la place à Delan McConkey et autres joueurs pour exister dans le slot ou dans la partie intermédiaire du terrain et pour laisser le jeu de course encore plus d'essayer le jeu de course en tout cas développé et qui soit vraiment performant à l'échelon l'année prochaine. Je pense que c'est vraiment un joueur qui va se développer sur plusieurs années parce que il faudra de toute façon parce qu'il est clairement pas encore prêt potentiellement je sais pas à starter mais en tout cas à être impactant tout de suite. C'est encore trop limité sur certains aspects comme je l'ai expliqué mais c'est un pari qui se tente et je peux entendre les Chargers qui soient tombés amoureux et je pense qu'il allait être pris. Si c'était pas eux qui allaient le prendre à ce moment-là de la draft, je pense que vu la cuvée de receveur qui était pas non plus si dingue que ça, je pense qu'il allait partir au début du troisième ou en fin de deuxième encore, donc ça peut s'entendre le pic. Ouais, pareil, le pic j'aime bien. Peut-être que je serais parti sur Tyden à leur place parce qu'il y a un vrai besoin à l'heure actuelle, mais bon, ils partent sur receveur. Ça reste un joueur qui sera présent à la réception pour aider le jeu aérien des Chargers. Pourquoi pas? Effectivement, je te rejoins, il est assez brut. C'est un peu un Quentin Johnston bis dans l'absolu. Voilà. Profil, je sais pas, j'attends de voir. Je pense qu'il y avait des mecs peut-être un petit peu plus intéressants, encore plus rapides que lui, tu disais, pour prendre la profondeur justement, pouvoir encore plus étirer le terrain et les défenses adverses. À voir si Justin Herbert arrivera à avoir une connexion avec lui. Tu sais qu'en plus sur les catch contest, il peut être important, tu vois, c'est quand même un gros gabarit et tu sais que Ouais. Herbert est précis sur cet aspect-là du jeu, on l'avait vu avec Mike Williams qui sont recrutés cet été. Ouais. Voilà, ça peut être dans cet hybride un peu entre du Mike Williams, ce qui t'a apporté durant ces grandes années, tu vois, pas forcément ce qui va t'apporter cette année, mais durant les grandes années Mike Williams, je pense que c'est ce qu'il désire mettre en place, quoi. Parce qu'il a apporté aux Jets et aux Steelers, tu veux dire. C'est ça. Pour la fin de draft, avec le tour numéro 3, pick 22, ils sont partis sur Jamari Caldwell, le defensive tackle d'Oregon. Avec le tour 4, pick 23, ils sont partis sur Kyle Kennard, edge de South Carolina. Avec le tour numéro 5, ils avaient deux choix. Donc avec le pick 22, Keandre Lambert-Smith, wide receiver d'Auburn. Avec le pick 29,
Orande Gadsden, the second. Un, ça suffisait pas, c'était le deuxième. Tight end de Syracuse, avec le tour numéro 6, 2 picks, encore une fois, pick 23, Branson Tyler, garde de Pittsburgh, et pick 38, R.J. Mickens, safety de Clemson. Et enfin, avec le tour numéro 7, le pick 40, et on repart encore sur un prénom incroyable, Trikweze Bridges, cornerback de Florida, qui est le presque Mr. Irrelevant, parce que c'est le pick juste avant. Oh. Intéressant. Mais en tout cas, non, moi j'ai bien aimé. Enfin, je trouve ça manque de flash leur troisième jour et leur troisième tour aussi. Et surtout leur troisième jour, moi, si je retiendrais vraiment un joueur en particulier, c'est Kyle Kennard. Moi, j'aime bien Kyle Kennard. Au quatrième tour, je trouve que c'est plutôt une bonne value. C'est un joueur qui est quand même qui est assez explosif, qui est assez grand aussi, qui a des longs bras, très longs bras. Donc tu l'as vu, qui pouvait être très impactant de ce côté-là du ballon et notamment sur le pass rush avec ses longs bras, il pouvait vraiment maintenir à distance les O-line adverses et en même temps aussi perturber le quarterback, notamment que ce soit sur le lancer du quarterback, il arrive à mettre ses bras en l'air pour le gêner ou quoi que ce soit. Il a une bonne capacité de bend également. Sur le run stop, je trouvais qu'il avait montré des bons flashs parce qu'il sait shooter son gap et arriver avec vitesse dans son gap pour boucher les trous, on va dire. Et par contre, voilà, c'est un joueur qui doit être développé. Sur le pass rush, il y a encore un arsenal à compléter. Il est encore même s'il a des longs bras, tu sens que sur la déconstruction des blocs, notamment sur l'aspect run stop, bah, c'est pas encore ça totalement. Donc c'est encore à développer. Je fais confiance après au coaching staff des Chargers parce que tu sais que tu as des joueurs dans le vestiaire aussi comme du Khalil Mack qui est quand même un joueur assez complet et qui il peut apprendre de ce style-là. Tu as quand même une room, enfin tu avais des besoins de toute façon sur le poste de edge avec à l'opposé de Khalil Mack, Tuli Tuipulotu qui lui a vraiment pris un step intéressant l'année dernière. Voilà, moi j'aime bien l'idée d'aller le chercher au quatrième tour, tu as fait une bonne value et puis tu as aussi perdu Poona Ford durant la free agency, tu vas chercher son remplaçant au troisième tour avec Jamari Caldwell. Pour moi, c'est pareil, une bonne valeur et c'est un joueur qui peut s'imbriquer en tout cas dans une rotation assez rapidement en NFL, je pense. Moi, c'est le joueur que j'ai pas mal apprécié justement au troisième tour, pick 22, parce que c'était un besoin du côté des Chargers, clairement avec le départ de Poona Ford, tu l'as évoqué, et le reste de l'escouade moi, me semblait quand même relativement faible pour attaquer la saison 2025. En fait, tu amènes un mec qui a du talent, qui peut apporter, alors effectivement peut-être sur de la rotation au tout début, mais dans mon esprit, il finit titulaire à la fin de la saison. Voilà, tu apportes vraiment de la viande, en plus dans une 3-4 où tu sais que c'est un besoin. Il fait 150 kilos le bonhomme, donc il va te prendre déjà quasiment 2 gaps juste en étant debout. Donc non, c'est bien, c'est bien construit. Bien pensé. Après, est-ce qu'il manque pas un petit cornerback quand même, tu vois? Je me disais aussi. Ouais, Après, c'est difficile parce que tu considères 3e, 4e tour avec un defensive tackle, un edge, c'était un besoin. Cornerback au 5e tour, je sais pas comment ils auraient pu un petit peu imbriquer ça, mais tu vois, moi je l'aurais pensais par considéré, exemple moi. à un Trey Amos, c'était encore disponible quand ils font le choix de Trey Harris, tu vois. Et je pense que Ouais. c'était un joueur qui pouvait fit vraiment très très bien avec ce qu'ils font sur Ouais. les cornerbacks. Donc voilà, après c'est les goûts et un peu les couleurs de chacun. Si tu penses que tu as des besoins, parce que tu sais que par exemple sur les cornerbacks, tu as eu, comment ça s'appelle, Tariq Steele qui s'est révélé dans le slot notamment. Tu as du Camart que tu as drafté l'année dernière qui était un joueur que tu avais même fait une bonne value sur ce pic-là parce que tout le monde l'attendait un peu plus haut que la place où il a été pris. Voilà, tu as une escouade de safety où tu as quand même une star de la ligue avec Derwin James et Alomi Gilman qui s'est vraiment révélé l'année dernière aussi pareil. Donc non, pour moi, tu as une escouade défensive, enfin le backfield défensif qui aurait pu être amélioré. Après, ils ont quand même drafté des joueurs ces dernières années, donc je pense aussi il y a cette question-là de vouloir les développer. On verra si ce choix a été pertinent ou pas. Et s'ils vont pas se regretter comme je l'ai dit, d'être passé sur un Trey Amos ou sur un Shavon Revel par exemple aussi également. Ouais. C'est ce genre de profil-là qui aurait pu leur manquer, tu vois. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que la draft de Trey Harris, quand tu vois le poste de corner qui aurait pu être considéré, ou autre d'ailleurs, peut-être garde à la rigueur à ce moment-là,
Il m'embête un petit peu. Il Après, c'est m'embête ça, un petit peu. tu peux pas adresser tous les besoins non plus. Non, Et non, non. bon, c'est pour ça que je regrette un petit peu le choix très à risque quand je vois ce qui a été pris au cinquième tour, qui est André Lambert-Smith, Mm. qui lui, pareil, c'est un joueur qui est essentiellement utilisé pour jouer pro dans le terrain profond, en fait, et sur le troisième niveau. Donc voilà, ça fait peut-être un petit peu doublon. Alors, très Harris a Mm. plus de potentiel, hein, ça je veux bien l'entendre. Mais ça fait peut-être un petit peu doublon. Et voilà, peut-être à la place d'un très Harris, bah, j'aurais préféré un corner. Ou comme tu dis, voilà, pareil, on a parlé des tight ends. Tight end aussi, ils avaient un gros besoin. Bah, tu sors Ouais. de cette draft avec un tight end qui, au rondé Gadsden, voilà, tu sais pas trop ce qu'il vaut au cinquième tour. Peut-être ça peut être une bonne surprise. Moi, j'ai vu un petit peu des reports. Alors, je l'ai vraiment très peu vu, donc je vais pas me prononcer. Mais de ce qui en ressortait, ça peut être un joueur qui pouvait surprendre. On verra à l'avenir s'ils ont eu raison de pas sélectionner un tight end encore plus haut. Donc, ça, c'est Après, ils sont l'avenir. partis vite, on l'a évoqué. C'est vrai qu'au deuxième tour, voilà, ils sont partis sur un premier tour, et je pense qu'il va avec Hampton. Mm. Parce qu'en plus, ça aurait fait trop pour prendre un tight end après la draft des deux autres. Au pick 23 du deuxième tour, tu en avais déjà d'autres qui avaient été draftés. Tu vois, tu avais du Elijah Arroyo qui avait été pris, tu avais Terence Ferguson. C'est plus beaucoup de monde non plus, tu vois. Oui, c'est Donc, ça. Voilà. est-ce que tu Ça voulais va pas tenter vite, un mais, Rolf Fanning? Je sais pas. ouais, est-ce que ça fit vraiment avec ce qu'ils veulent mettre en offense? Je sais pas non C'est plus. ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est bien de ne pas avoir non plus reach sur un tight end au Mm. deuxième, troisième, quatrième tour. Écoute, la draft s'est pas bien passée pour eux à ce niveau-là. Je pensais très sincèrement qu'il y aurait eu l'un des deux meilleurs qui serait descendu jusqu'au pick 22. Ça s'est pas fait. Bon, bah voilà, on part sur un autre profil et je pense que concrètement, je vais pas dire qu'ils sont gagnants, mais voilà, avec un Marion Hampton sur le poste de running back, je pense que ils sont plutôt contents du choix. Ouais. Voilà. Avec tout ça, malgré tout, petite déception nous concernant, parce qu'on les a mis sur la tier 3, donc ça donne bonne draft, mais aurait pu être mieux ou considérer peut-être d'autres positions à un certain moment de la draft. Ils en ressortent avec de la qualité, mais est-ce que ça sera suffisant en fait pour aller titiller l'ogre Kansas City Chiefs? J'ai encore un petit doute. C'est ça. On enchaîne avec les Denver Broncos, évidemment. J'ai pas leur pick sous les yeux. Avec le tour numéro 1, le pick 20, ils sont partis sur le cornerback de Texas, Jadae Barron. Un peu à la grande surprise générale. Grande surprise, mais quand tu y réfléchis un petit peu, tu te dis ah putain, les enfoirés quand même. Il va y avoir une défense, tu vois, parce que la défense, bah, c'était clairement en fin de saison, c'était peut-être même une top 5 défense NFL. J'ai pas vraiment peur de le dire, mais pour moi, tu améliores une force encore parce que tu as un backfield défensif qui commence à être maintenant monstrueux. T'as le Deepoy en titre avec Patrick Surtain qui sort d'une saison monstrueuse. T'as Ray Moss qui s'est vraiment imposé à l'opposé en tout cas de Patrick Surtain et qui a vraiment fait du bon boulot. T'as un Brandon Jones qui est pareil, a été vraiment intéressant l'an dernier à ce poste de free safety. Et t'as un Jaquan McMillan qui sont signé durant l'été. Et on le disait durant les previews d'off-season, mais c'était parmi un des joueurs qui pouvait être intéressant à signer parce qu'il avait fait une vraiment bonne saison. Et là, en fait, Jadae Barron, il arrive tout de suite. C'est ton, je pense, starter day one. Que ce soit à la place de Riley Moss ou de Jaquan McMillan, c'est un peu l'avantage que tu as avec ce joueur. Certains diront l'inconvénient, mais je pense que c'est un joueur qui a toutes les qualités pour exceller sur ces deux postes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Un peu à la manière, alors j'ai pas envie de comparer les deux joueurs, mais pas dans le profil, mais en tout cas dans l'utilisation d'un Devon Witherspoon. Un Devon Witherspoon, quand il sort de sa draft, on sait que c'est un joueur qui peut être très influent sur l'extérieur, mais qui a fait ses preuves vraiment à l'intérieur. Je trouve qu'un Jadae Barron, même si le profil est vraiment différent, parce que Barron est un peu plus à l'aise, on va dire, sur de la couverture qu'un Witherspoon, et sur le run stop peut-être un peu moins. Mais je pense qu'il arrive tout de suite, en fait, et avec son IQ et son intelligence de jeu, peut être tout de suite impactant. C'est un mec qui a des instincts, mais vraiment excellent. Il a joué en 2023, si je dis pas de bêtises, il avait joué toute la saison en tant que slot cornerback et même des fois en tant que safety. Et toute la saison 2024, il a joué en tant que outside cornerback. Et il a très bien joué. Il a fini meilleur defensive back du pays, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas, il a eu un trophée assez important à l'échelon universitaire. Il a été reconnu par ses pairs comme un des meilleurs cornerbacks universitaires, et c'est à raison. Il a vraiment un talent très intéressant et c'est un joueur très intelligent, et tu le sens aussi quand hors terrain, dans les interviews, etc.
C'est un joueur qui, tu sens que ça va être un vrai pro et un vrai casse-tête d'attaquer cette défense aérienne des Denver Broncos, qui, comme à la grande époque avec les Aqib Talib et Christian Harris Jr., voilà, il commence à avoir une autre paire de corners qui va faire peur à tous les wide receivers NFL. Donc, encore très bien joué de leur part. J'aime bien le pick, moi, en tout cas. Ouais, et puis s'il y avait que les corners qui étaient bons, voilà, ça irait, mais il y a aussi les safety qui sont plutôt pas mal. Ouais, surprenant dans le sens où moi je les voyais clairement justement prendre Omarion Hampton, pris le pick juste après par les Chargers. C'est ça qui m'a un peu décontenancé, c'est que je les voyais vraiment, vraiment partir sur un running back. Ils remettent du talent à un poste où ils avaient déjà beaucoup de talent, et ça, moi, je suis 100% d'accord avec ce principe-là. La défense a été vraiment le moteur de cette équipe. Si les Broncos ont réussi à faire les playoffs l'année dernière, c'est essentiellement grâce à leur défense et à des très bons appels de jeu aussi en attaque, avec un Bonix qui s'est révélé l'année dernière. Rajoute de la qualité, et clairement Jadae Baron, c'est de la qualité que tu vas pouvoir alimenter, intégrer dès le premier jour, dès la première semaine de saison régulière. Ça va être terrible de jouer cette défense-là des Broncos, parce que j'ai pas le sentiment que ce soit un petit peu dégarni sur le front seven. Ils ont rajouté du talent via la free agency et encore une fois la draft. Ouais, ça commence à devenir compliqué de devoir les jouer, j'ai l'impression. Avec le tour numéro 2 et le pick 28, ils sont partis cette fois-ci sur un running back, clairement pas celui que tout le monde attendait, celui de UCF, R.J. Harvey. Un petit peu surprenant ce choix quand il arrive. Seulement un petit peu. Un petit peu. Bah, moi, en tout cas, je sais que je crois que je l'avais 7e sur mon board, donc après un pôle de joueurs. Et il y avait encore des Cam Skatebo qui n'étaient pas encore tombés, Dylan Samson que j'avais un peu plus haut. Ouais. Mais je peux comprendre qu'un Sean Payton soit tombé amoureux de ce profil de joueur. Dans une moindre mesure, c'est un peu un profil, c'est un petit gabarit qui ressemble un peu à ce que proposait Ashton Genty. Je dis vraiment dans une moindre mesure, mais c'est un mec qui a vraiment une grosse production au niveau universitaire. C'est un gars qui a une très bonne vision, il a une vitesse qui est vraiment correcte, c'est pas une vitesse élite, mais son accélération est vraiment bonne, donc il sait se faufiler dans les brèches ouvertes, enfin en tout cas par la O-line de son équipe, et je pense que la O-line des Broncos va être utile en ce sens, parce que c'est quand même une O-line qui est assez solide. Voilà, je pense qu'il a des lacunes sur le pass pro, mais en soi, je suis pas sûr que ce soit si dérangeant que ça, parce que, dans un premier temps, parce que tu as quand même de la profondeur sur ce poste. Tu avais un Audric Estimé, qui est encore très jeune, que tu avais drafté l'année dernière au 4e tour, ou au 5e tour, et qui a un très bon potentiel, et je pense que c'est un bon binôme complémentaire entre un joueur plus petit, un peu plus explosif comme R.J. Harvey, et un joueur un peu plus massif, un peu plus power back, comme un Audric Estimé, qui sera plus utile dans un second temps sur des jeux un peu plus courts, notamment des jeux que ce soit sur la goal line, en red zone, etc. notamment. Donc moi, je peux comprendre, et de ce que j'avais entendu dire, il était tombé amoureux du joueur Sean Payton. Donc tu sais que sur les running backs, tu peux lui faire confiance. Il a quand même trouvé des sacrés running backs dans le temps, donc notamment Alvin Kamara, pour ne citer que lui. Voilà, je peux me dire qu'un R.J. Harvey va être bien utilisé, et je pense que ça va faire monter sa cote sur les drafts fantasy aussi. J'aime bien le joueur, mais j'aime pas le niveau pris à la draft. Après, et en regardant un petit peu la draft, comment elle s'est déroulée, peut-être que les Broncos ont aussi eu la crainte de voir un sacré rush sur les running backs, encore une fois au 3e tour, parce qu'il y en a eu un au 2e tour, et en fait, il s'avérait qu'au 3e tour, il n'y a eu que Caleb Johnson qui a été pris par les Steelers, et c'est tout. Et le rush, en fait, a eu lieu au 4e tour. Donc peut-être que les Broncos ont voulu un petit peu anticiper ce rush-là, justement, des running backs, en le prenant relativement tôt, en tout cas en prenant le joueur qu'ils souhaitaient peut-être à cette position-là. C'est un peu la lecture que j'en ai. Et au final, c'est vrai que la draft ne s'est pas déroulée comme attendu de ce niveau-là, et peut-être qu'ils auraient pu partir sur un joueur peut-être un petit peu plus d'impact immédiat, en tout cas, voilà, avec un plafond plancher un petit peu supérieur sur une autre position, j'entends. À voir. À voir là-dessus, c'est peut-être là, moi, ma petite déception, et je pense très sincèrement qu'avec, et on verra ce qu'ils avaient deux pics au 3e tour, sûrement qu'avec l'un des 2 pics, ils avaient encore un R.J. Harvey, donc potentiellement, en fait, ajouter, je dirais, de la qualité avec le pic 28 du 2e tour, parce qu'ils avaient Harvey un petit peu plus tard.
C'est juste ça qui m'embête un petit peu. Avec le tour numéro 3, pick 10, ils sont partis sur Pat Bryant, le wide receiver d'Illinois, toujours au tour numéro 3, pardon, le pick 37, Savion Jones, edge de LSU, avec le 4e tour, pick 32, Quay Robinson, edge d'Alabama, donc back-to-back de edge, avec le tour 6, pick 40, Jeremy Croshaw, le punter de Florida, parce que special teamer are people too, et 7e tour, pick 25, Caleb Lohner, tight end de Utah. Est-ce que toi, tu as un ou plusieurs joueurs que tu apprécies? Alors, dans un premier temps, quand j'ai vu le pick Pat Bryant, j'étais un petit peu surpris de le voir sélectionné tôt et vu encore les quelques receveurs qui restaient encore sur le board. Mais en y réfléchissant bien, les receveurs qui restaient, je ne sais pas si c'était vraiment le profil dont ils auraient eu besoin, parce qu'il restait beaucoup de joueurs qui étaient très bons dans le deep. Hormis peut-être un Jalen Royal, je sais qu'on en a beaucoup parlé, etc. Mais pour moi que j'avais plus haut, mais voilà, si c'est pas un profil que tu aimes bien, voilà, tu prends un profil comme Pat Bryant, qui est un joueur qui est assez puissant, qui a des très bonnes mains, qui est assez safe comme prospect, qui court des tracés plutôt corrects. C'est pas un joueur qui va se démarquer par son explosivité ou sa vitesse, mais il va se démarquer par son IQ et sa capacité à être une solution fiable pour son quarterback. Et c'est vrai que tu as déjà des joueurs un peu, tu vois, ils les ont sélectionnés l'année dernière, mais tu vois, par exemple, un Troy Franklin qui joue un peu dans le deep, tu l'avais déjà. Tu as aussi du Marvin Mims qui a montré des belles choses. Dans le slot, tu as un receveur Devogan Vele qui s'est révélé cette année. Tu as Courtland Sutton qui est toujours ton receveur numéro 1, de vraiment ton X-receveur, vraiment plus de possession et qui est ta soupape de sécurité numéro 1 dans cette équipe. Tu as recruté un tight end. Et je trouve que c'est vrai qu'en soi, le skill set de Pat Bryant, en soi, je suis pas sûr que tu l'avais vraiment. Ou en tout cas, c'est un joueur qui est un peu. Qui est quand même. Voilà, c'est pas un skill set que tu avais. Donc, je peux comprendre le pic. Il y avait d'autres joueurs que j'aurais privilégiés, mais en soi, receveur, j'entendais le besoin. Donc, j'ai pas vraiment de soucis non plus avec ça pour ce choix-là. Non, j'aime bien moi le back-to-back sur les postes de edge. Savion Jones, alors peut-être pas le meilleur edge à prendre du côté des LSU, parce qu'il y avait Brady Swinson qui était encore dispo, et puis Quay Robinson, le edge de Bama, mais c'est pareil en fait. Eux, ils n'auront pas la pression non plus sur leur première saison, ni même sur les 2 prochaines saisons, parce que c'est déjà une escouade au niveau du pass rush qui tourne extrêmement bien. Je crois que c'est les Broncos qui ont fini avec le plus de sacs l'année dernière, il me semble que c'est eux. En tout cas, top 3, c'est sûr, il me semble que c'est eux qui ont fini leader. Donc, en fait, alors, d'en prendre 2, bon, peut-être que tu aurais pu considérer une autre position. En même temps, si c'était les 2 joueurs qui étaient le plus haut sur ton board au moment des pics, bon, bah, autant ne pas te priver. Mais je trouve ça intéressant parce que comme je l'ai dit, ils n'auront pas la pression, ils pourront prendre le temps de se développer, ils pourront aussi apprendre derrière les titulaires qui sont actuellement en place. T'anticipes peut-être un petit peu le fait de ne pas pouvoir re-signer tout le monde d'ici 1, 2, 3 ans et d'avoir en fait des mecs qui vont venir dans la rotation et qui vont pouvoir prendre des snaps, des reps et monter en fait de niveau pendant les prochaines saisons. Et puis dans 2 ans, dans 3 ans, quand les titulaires seront pas signés, bah, eux prendront la place des titulaires. Donc c'est une vision à moyen terme, c'est de la planification, comme on peut appeler, sur ces postes-là, et je trouve ça extrêmement intéressant et intelligent de la part des Broncos. Je suis pas 100% persuadé qu'ils aient encore, je dirais, la qualité suffisante d'une équipe pour pouvoir se permettre le luxe justement de prendre des pics de draft avec des mecs qui vont développer pendant 2 ans. Je n'ai pas encore cette ultra certitude. Mais écoute, c'est le choix qu'ils ont fait. Et puis, bah, on y va, on suit derrière, on va voir ce que ça donne. Après, c'est comme deux profils complémentaires. Tu vois, Savion Jones, c'est vraiment un joueur qui était plus orienté sur le run-stop, qui joue peut-être même 3-4 defensive end à l'échelon supérieur vu son gabarit. Et tu vois, un Quay Robinson, je sais qu'à Alabama, il a fait partie d'une grosse rotation, donc c'est pas un joueur qui était titulaire indiscutable, mais c'est un joueur qui jouait en tant qu'outside linebacker du côté d'Alabama et qui a vraiment fait partie d'une grosse rotation sur cette D-line, qui a du potentiel, qui a un profil athlétique assez explosif et qui a montré des flashs. Et on sait qu'ils aiment bien ces profils explosifs. Hein. Ils ont des Nick Bodito, des Jonah Ellis, ce genre de profil-là. Donc je pense que c'est un profil qui leur tenait particulièrement à cœur. Et puis, comme tu le dis, là, leur rotation sur la D-line commence à être vraiment monstrueuse.
Donc c'est un profil. C'est des mecs qui, comme tu dis, voilà, dans la rotation, ça peut apporter de la première année, mais voilà, tu mises pas non plus trop d'attentes sur eux. Par contre, peut-être d'ici 2-3 ans, quand tu n'auras pas réussi à signer les autres gars, ça va peut-être être le moment pour eux de prendre le next Ouais. step. Et c'est là que ça va être intéressant et que tu pourras vraiment juger cette draft des Broncos à ce moment-là. Quand tu regardes le corps de linebacker, c'est en titulaire hein, Jonathan Cooper, Dre Greenlaw, Alex Singleton, Nick Bonito. Derrière, tu as du Drew Sanders, du John Ellis, du Quay Robinson, du coup, qu'ils ont drafté. Ta rotation, elle est quand même extrêmement intéressante. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre la pression pendant 60 minutes d'un match. Quoi. Donc, ouais, c'est pas mal. Ça commence à devenir extrêmement intéressant, effectivement. Là-dessus, ça nous fait partir sur la 3e note de la tier list. Une bonne draft, mais Troisième, ouais. ouais, c'est ça, bonne draft, mais parce que je pense qu'il y avait mieux à faire, en tout cas sur ce deuxième tour. Euh, Ouais, Peut-être un peu Tyden. rich et que tu avais encore du. Voilà, c'est ça. Moi, quand je vois le tight end, parce que, bon, en soi, quand tu vas regarder les squads, tu vas voir que c'est marqué Evan Engram, mais Evan Engram, j'ai pas envie de le considérer comme un tight end. Pour moi, c'est vraiment plus un joueur qui va jouer dans le slot. Et quand tu regardes derrière les squads de tight end, c'est Adam Trotman, Nate Atkins, c'est compliqué. Voilà, ils avaient pas non plus énormément de Mm. besoins, donc c'est pour ça que si des gens vont les mettre en bons élèves, je peux l'entendre. Moi, c'est surtout pour la value, peut-être pour le deuxième tour sur RJ Harvey. RJ Harvey aura beaucoup de pression l'an prochain et ça va être vraiment à lui de faire taire peut-être les critiques ou les sceptiques en tout cas. Et je pense qu'en soi, peut-être le back-to-back de pick, peut-être au troisième tour, tu aurais peut-être pu aller prendre un autre defensive tackle, tu vois. Je sais plus si Jay West était encore disponible, mais tu vois, des joueurs de ce profil-là, tu as encore une grosse cuvée de defensive tackle. C'est peut-être un peu dommage de ne pas y être allé dessus pour préparer l'après Franklin Myers, en tout cas. Ou même enfin, les DJ Jones que tu as signé cet été, mais qui va pas non plus rester encore 4-5 ans. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir sélectionné des joueurs de ce profil-là, mais bon, voilà, on pinaille un petit peu. Ils ont quand même recruté deux starters Ouais. dans cette draft, des mecs de rotation. Voilà, ça reste une draft vraiment solide. Et je pense que c'est dans le haut tiers de la troisième catégorie, tu vois, si je devais les mettre. Si on devait faire un petit classement entre chaque catégorie, tu vois, je les mettrais dans le haut tiers de la troisième catégorie. Sur le defensive tackle, par rapport à tes questions, tu avais encore du Jamari Caldwell, du Deone Walker sur le 4e tour, du Ty Robinson, un profil un peu plus vieux, du CJ West pris au 4e tour. Tu vois, Ty Robinson, par exemple, Ty Robinson, je pense là, je les aurais mis tout de suite peut-être dans le deuxième chapeau, tu vois. Ouais. Après, ouais, profil un peu plus vieux, donc c'est vrai que tu pars sur un profil peut-être un petit peu plus jeune aussi. C'est des choix aussi là-dessus. C'est Mais ça. il y avait du defensive tackle encore dispo, je te rejoins là-dessus. Et pour finir, du coup, les Las Vegas Raiders, qui sont partis à la surprise générale, on peut le dire, hein, sur le premier tour, pick 6, Ashton Jeanty, running back de Boise State. Oh non, pas un running back encore, s'il vous plaît. C'est un Vous pas la reach. value. C'est un reach. Non, non, plus sérieusement, moi j'étais très content. Je sais que j'en rigole un petit peu, mais il y en a qui critiquent un petit peu le fait de prendre un running back au premier tour. Je ne fais pas vraiment partie de cette équipe, moi. Du moment que nous, pour moi, c'était le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Pour moi, c'est le deuxième joueur de la QV. Et vu les 5 autres joueurs qui sont partis précédemment, il restait plus aucun joueur dans la catégorie que j'avais de vraiment blue chip prospect. Donc, c'est des joueurs pour moi qui avaient vraiment ce potentiel vraiment de pro bowler, all pro quasi, enfin pas instantané j'ai envie de dire, mais tu vois, qui ont vraiment le plus haut plancher de cette draft. Et pour moi, Ashton Jeanty en faisait partie. Et pour moi, aussi la plus grosse position à besoin de notre équipe, parce qu'on l'a vu l'année dernière, on était la pire jeu au sol de la NFL. Il y en a qui vont peut-être attribuer ça à la O-line. Moi, après avoir vu les matchs, je ne suis pas vraiment d'accord, parce que moi, je regarde mon escouade de running back l'année dernière, c'était Amir Abdullah et Mattison, Alex Mattison. Donc, je vous laisse imaginer voilà, les matchs que j'ai dû m'envoyer pendant toute l'année. C'était dramatique au niveau du jeu au sol, et pourtant on avait des brèches qui s'ouvraient devant eux, sauf que les joueurs sont pas assez bons pour s'infiltrer dans ces brèches. Et puis en plus, on avait aussi vu durant la saison qu'un Jackson Powers Johnson qu'on a drafté au deuxième tour l'an dernier, qui est très très axé sur le jeu au sol, et quand il est passé centre, parce qu'il était garde en début de saison, il est passé centre en cours de saison, et ça a fait du bien au jeu au sol, mais pas assez, et tu l'as vu aussi. Donc
avec les running backs qu'on avait, c'était pas possible de prendre ce next step, même s'il y a eu de l'amélioration. Et pour moi, bah, tu prends le meilleur joueur de cette QV sur cette position-là, en tant que Ashton Genty. On va pas refaire tout le profil, il y a des fiches qui sont sorties, on en a parlé en long, en large et en travers, mais c'est un joueur. Je pense que c'est peut-être le joueur, si vous regardez un petit peu les prospects NFL cette année pour une première fois, je pense que c'est le joueur qui vous tape tout de suite dans l'œil parce que c'est celui qui est le plus impressionnant visuellement dans son université de Boise State. C'est le Aceman du peuple, comme on l'appelle, et qu'il aurait dû être meilleur joueur universitaire de l'année au profit d'un Travis Hunter, notamment par exemple. Ne commence pas. Mais c'est ça, mais c'est un joueur qui est vraiment exceptionnel. Profil un peu plus petit pour ceux qui le connaissent pas, qui a un équilibre au contact irréel. Honnêtement, j'ai rarement vu ça, j'ai jamais vu ça pour un joueur qui sort d'université. Alors, ça fait pas 15 ans que je regarde la NFL, mais ça fait quelques années maintenant que je commence à regarder les prospects, les jeunes prospects qui arrivent à la draft. Et j'avais pas vu ça, je pense depuis Saquon, on n'a pas vu un joueur qui a un meilleur équilibre au contact à ce niveau-là. Je pense il entre directement dans la classe des Saquon, des Bijan Robinson en tant que meilleur running back de ces dernières années. Donc pour moi, c'était un joueur très important à voir. Et puis en plus, la mentalité du joueur, c'est un vrai bosseur, famille de militaires, enfin, qui vient tout de suite dans un effectif pour être un des leaders avec Brock Bowers sur cette offense et avec Geno Smith pour accompagner aussi Geno Smith qu'on a recruté durant l'été. Donc pour moi, c'était un pick qu'on devait faire. Il y en a beaucoup qui auraient voulu du O-line, du corner, mais quand tu vois par exemple, il y en a qui avaient annoncé des Will Johnson. Tu vois qu'un Will Johnson avait des questions sur ses blessures, par exemple. Des O-line, les O-line, voilà, c'est quand tu vois un Will Campbell qui est sélectionné au premier tour, enfin juste devant toi, est-ce que tu veux reacher sur peut-être un autre O-line derrière? Voilà. Je pense qu'ils sont vraiment partis sur le joueur qui leur plaisait le plus, même si c'est une position qui n'est pas forcément la plus valuable au premier tour. Personnellement, je sais que nous, les fans des Raiders, on était très contents et qu'on va vivre une saison où enfin on va peut-être avoir un nouveau jeu, un jeu au sol depuis le départ de Josh Jacobs. Quand tu disais que tu avais rarement vu un running back aussi stable sur ses jambes, c'est parce que tu n'as jamais vu Jonathan Stewart jouer, quoi. J'aime bien le choix, j'aime bien le joueur. Je vais pas plus en parler. C'est juste un élément, c'est qu'effectivement, il y a toujours. Je suis plutôt de cette école-là de dire attention à pas prendre des running backs trop. Maintenant, quand c'est des. Parce que on dit souvent que la O-line aide les running backs et que voilà, un running back derrière une mauvaise O-line ne fonctionnera pas. Maintenant, on voit aussi que les running backs qui sont le niveau au-dessus, les Saquon, les Christian McCaffrey, tu sais que ce sont des joueurs aussi qui peuvent faire basculer un match. Alors, à voir si Genty sera ce type de joueur-là. À l'heure actuelle, non, mais parce qu'il n'a pas encore prouvé en NFL. Mais c'est le genre de joueur qui peut réellement t'apporter une plus-value et c'est pas un joueur interchangeable. C'est ça où je veux en venir, c'est qu'à partir du moment où le joueur, tu as vraiment ce sentiment-là qu'il a ce petit truc en plus, une qualité élite en plus, pour moi, ça sera jamais un risque de prendre un running back aussi haut, quand bien même c'est une position, tu sais, qui peut être interchangeable ou pour lequel comment dire, la durabilité est quand même beaucoup plus faible que d'autres positions que tu pourrais considérer comme plus valuable avec un pick 6 à la draft. Là-dessus, on peut être tous d'accord pour le dire. Maintenant, voilà, tu l'as dit, c'était un poste à besoin. C'est pas une lubie de Pete Carroll qui aime bien prendre des running backs au premier tour. Là, c'est un réel besoin dans l'équipe. Tu prends le meilleur à sa position. Derrière, ce que je considère personnellement comme une bonne O-line. Donc, on verra l'année prochaine si effectivement le problème était les running backs ou les O-line. Et puis, si je me permets de compléter, c'est aussi un joueur qui était désiré par les équipes de ta division. Tu sais, nous, on a vu dans beaucoup de reports que les Chargers et les Broncos avaient passé des interviews avec ce joueur. Je pense très sincèrement que si on ne le prend pas, c'est l'une de ces deux équipes qui va le prendre et qui va monter devant Chicago sur un trade-up ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est clairement ce qui aurait vraiment pu se passer. Et au lieu d'avoir, tu vois, c'était un joueur que potentiellement tu aurais pu affronter 2 fois par an, en fait. Et ça aussi, je pense, c'est une question que le GM s'est posé en se disant, t'as pas envie de l'affronter 2 fois par an, ce style de joueur, vaut mieux l'avoir dans ton équipe que dans l'équipe adverse. Surtout que vous n'avez aucun plaqueur dans votre équipe actuellement. Donc, on y reviendra. Avec le tour 2, le pick 26, et après beaucoup de trade-down, enfin un seul avec les Texans d'ailleurs, vous êtes parti sur le wide receiver de TCU, Jack Bech. Alors, ouais, pour être précis, pour Jack Bech, donc en sélection dans le fin de deuxième tour, on avait de base le 37e choix. On a tradé une première fois avec Miami qui sont allés chercher Jonas Savaiena.
et on a trade down une deuxième fois Oui, c'est ça. pour aller Donc, il y en avait récupérer, deux. enfin, avec Houston, du coup, qui allait récupérer un Ouais. de leurs joueurs. Et du coup, on a récupéré, je pense, un des joueurs qui était dans notre target avec le pick 37 déjà. Et je pense qu'on l'a récupéré en fin de premier tour, en fin de deuxième tour. Et pareil, dans l'escarcelle, tu récupères deux troisième tours. C'est pareil, ça c'est quelque chose qui a été une grosse emphase durant les conférences de presse du general manager John Spytek. C'était qu'il voulait avoir encore plus de pics et pourquoi pas quitte à trade down. En tout cas, tu le sentais dans sa manière de parler qu'il était très amoureux de ses pics et qu'il aimerait bien en avoir plus. Et que c'était déjà, il s'en est séparé d'un lorsqu'il a tradé pour Geno Smith et il l'avait dit que voilà, moi j'aime tellement mes pics que j'ai du mal à m'en séparer. Et je trouve qu'on fait de la value sur Jack Bech, donc en récupérant deux troisième tours et en même temps prenant un joueur avec une position à besoin. Moi, je sais que Jack Bech, je l'avais en tant que 5e receveur sur mon board. Pour moi, c'est un joueur qui, à l'échelon supérieur, va jouer majoritairement dans le slot. Alors après, il a cette polyvalence à l'extérieur ça va être très intéressant. Et je pense qu'il peut avoir une complémentarité avec Jacoby Myers, qui, pareil, lui de base était un joueur qui a joué pas mal dans le slot, mais qui, avec le départ de Davante Adams, jouait beaucoup plus à l'extérieur et qui a montré qu'il était très performant sur ce niveau-là. Donc je pense qu'il va continuer à jouer plus à l'extérieur et on va aussi privilégier donc du coup des jeux intermédiaires avec notamment Brock Bowers qui joue aussi dans le slot, du Jack Bech qui peut jouer un petit peu partout et qui est un profil de receveur assez physique avec des très très bonnes mains. Je crois qu'il a droppé peut-être un ballon ou deux l'année dernière. C'est un joueur qui sait se séparer, qui sait créer de la séparation notamment par sa qualité lors des breaks, donc lors du moment où il se sépare avec le receveur. J'ai trouvé qu'il était intéressant sur cet aspect-là. Et notamment aussi, on va dire, d'after catch, où c'est un joueur qui est difficile à mettre au sol parce que c'est peut-être, en tant que receveur, je pense que c'est peut-être l'un des receveurs les plus physiques de sa QV. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui saute aux yeux quand tu le vois jouer. Il est vraiment physique. Et je pense que les Raiders, avec les deux premiers choix que tu fais, tu envoies clairement un message à tout le monde, on va être une équipe très chiante à jouer. Parce que tu tapes du Genty qui mettre au sol, c'est quand même un calvaire. Jack Bech à mettre au sol pour les cornerbacks adverses, c'est pareil, c'est un calvaire. T'as Brock Bowers qui, pareil, à mettre au sol, c'est un joueur, c'est très compliqué de de le plaquer. Donc voilà, tu commences à avoir une équipe qui va être chiante. Alors ouais, tu aurais peut-être pu prendre d'autres styles de joueurs. Après, moi, je trouve qu'à ce niveau-là, je trouve vraiment qu'il y a une value très intéressante. Et en plus, ils ont pris un autre joueur au 4e tour, qui est un peu un profil qui manquait à l'équipe. Parce que c'est vrai qu'à ce 2e tour, aurais pu te dire qu'il manquait des joueurs pour attaquer le deep, parce que ça faisait un petit peu trop de mecs dans le slot. Mais en soi, tu as adressé ce besoin au 4e tour avec un autre joueur dont on va peut-être parler. Ouais, exactement. J'avais le joueur un petit peu plus bas que toi. On en avait déjà parlé. Toi, je sais que tu l'as très très haut. Ouais. Il apporte un complément en fait avec les squads actuels et ça c'est tout bénef. Clairement, en fait avec tes deux premiers picks, t'apportes des joueurs qui vont pouvoir aider Geno Smith. Et il faut considérer aussi ça parce que tu as investi un petit peu, comme tu disais, un pick de draft. Tu lui as donné un joli contrat. Donc il faut maintenant lui apporter des armes et le protéger un petit peu. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir après avec certains picks. Donc pour moi, la lecture de la draft des Raiders est très bonne là-dessus. Sur les deux premiers picks, en tout cas. Mais c'est ça. Puis nous, vraiment, le gros problème, c'était l'année dernière, l'offense. Cette année, tu adresses le besoin de quarterback qui était le plus important avec Geno Smith. Alors je sais que c'est un pansement, mais Geno Smith, ça reste quand même un top 15 QB. Vraiment, même dans un mauvais jour, ça reste un top 15 QB. Oui, et puis je vais te couper juste sur cet élément-là, mais en fait, c'était une draft aussi assez faible sur ce poste-là. Donc, en fait, ça te permet aussi d'avoir un board qui est extrêmement ouvert, de ne pas avoir cette obligation de prendre obligatoirement un quarterback avec ton premier pick du premier tour. Donc, en fait, ce move-là, alors peut-être que Smith il va moins bien tourner qu'avec les Seahawks, peut-être. Là, on est que dans des supputations, mais en tout cas, le move, il est bon, je trouve, parce que ça t'a ouvert vraiment le champ des possibles durant la draft. Donc, clairement, c'était le move à faire.
Pour la suite de la draft, donc tu disais 3 tours au troisième tour. 3 picks, pardon, au troisième tour. Avec le pick 4, ils sont partis sur Darien Porter, le cornerback d'Iowa State. Avec le pick 34, Caleb Rogers, offensive lineman de Texas Tech. Et back-to-back, Charles Grunt, offensive tackle de William & Mary. Avec le quatrième tour, 2 choix, avec le pick 6, Dante Thornton Jr., wide receiver de Tennessee. Et le pick 33, Tonka Hemingway, defensive tackle de South Carolina. 3 choix au 6e tour avec le pick 4, JJ Peggs, defensive tackle de Mississippi, JJ Pegg. Pick 37, Peggs 18. Avec le pick 37, Tommy Mellott, wide receiver de Montana State. Et le pick 39, Cam Miller, quarterback de North Dakota State. Pardon, je vais y arriver. Et le 7e tour, pick 6, Cody Lindenberg, linebacker de Minnesota. Moi, je vais commencer. Si ça ne te dérange pas, pour une fois, comme ça tu pourras garder un très long monologue juste après. Vas-y. Il va me foutre dans un tunnel, je vous raconte pas. Moi j'aime beaucoup Charles Grunt, qui était attendu peut-être un tout petit peu plus haut, parce que c'est une fin de 3e tour, et je pense vraiment qu'il va pouvoir s'intégrer, je dirais, dans cette escouade, dans la rotation pour commencer. Et dès l'année prochaine, en fait, dès la saison 2026, pouvoir avoir une place de titulaire. J'ai vraiment cette impression-là avec ce joueur-là. Et on sait qu'il y a des soucis contractuels avec le left tackle actuellement. Colton Miller. Avec Colton Miller. Je ne sais pas s'il va pouvoir prendre sa place, si Charles Grant il joue plutôt à gauche, à droite. Mais en tout cas, voilà, ça a été aussi considéré là-dessus. Toujours aussi dans cet effet de vouloir protéger également Geno Smith et de vouloir considérer la O-line. Pour moi, c'est l'un des meilleurs picks des Raiders sur cette draft-là. Moi, je suis plutôt d'accord, je trouve qu'on fait une vraie bonne valeur. Pareil, c'est un nom qui ressortait souvent au début du 3e tour, vu la QV qui n'était pas exceptionnelle. Mais un joueur au profil, aux qualités athlétiques qu'il avait, même si c'est une petite université, tu sais que c'est un profil qui fait saliver. Et je pense qu'on a fait un bon choix là-dedans, un bon développement. Alors, dans un premier temps, je crois qu'il va être plus left tackle. Mais ce sera une rotation. Et puis, tu sais que Tyron Moonford, qui est un peu ton swing tackle quand il y a un blessé, et ben c'est lui qui vient remplacer les offensive tackles. Et bon, je pense qu'il va partir en fin de contrat l'année prochaine déjà. Donc tu remplaces aussi dans un premier temps le poste de swing tackle. Et puis après, peut-être à l'avenir, prendre une place de titulaire. Moi, je vais partir sur... je vais prendre 2 joueurs. Tiens, c'est mes Raiders, je vais me faire plaisir. Je vais prendre 2 joueurs. Je vais partir sur Darien Porter au 3e tour. J'aime beaucoup le profil. Je sais qu'il y avait du Chavon Revel qui était encore disponible à ce choix-là, donc je peux comprendre certains qui tiquent. Même moi, j'étais dans un premier temps un peu surpris, mais tu sais que c'est un joueur qui rentre totalement dans le mood de ce qu'aime Pete Carroll. C'est un pick vraiment pour Pete Carroll. Des cornerbacks longs, athlétiques. Même un ancien receveur qui se développe en tant que cornerback, ça rappelle un certain Richard Sherman. Bon, alors j'espère qu'il va faire la même carrière, hein. Je touche du bois pour que ce soit le cas. Mais sinon, pour être plus sérieux, c'est un cornerback qui est, comme je l'ai dit, très athlétique, qui a une vitesse de pointe pour sa taille qui est vraiment impressionnante et qui, dans un premier temps, je pense, va être très utile sur de la zone. Il a vraiment des bons skills de ce que j'en ai vu, en tout cas sur les tapes. L'un des points faibles, c'est que c'est quand même un joueur qui a 24 ans et qui est quand même assez nouveau sur la position de cornerback. Donc peut-être tu peux te dire que c'est un projet à développer. Après, si je me dis que Pete Carroll a vu quelque chose en lui, je pense que sur les cornerbacks, je peux lui faire confiance. Ouais. Voilà, si ça avait été dans une autre équipe, je sais pas si j'aurais dit la même chose, mais tu vois, Pete Carroll a un historique, en tout cas sur les postes de cornerback, qui a démontré. Et je pense qu'il peut arriver tout de suite dans une escouade qui, mine de rien, n'a pas non plus tant de talent que ça. Alors, on a eu Jack Warren Bennett qui s'était imposé l'année dernière, mais après sa blessure, malheureusement, l'a coupé dans son élan, alors qu'il commençait, je pense, à faire une saison où clairement il sortait du lot. C'était le meilleur cornerback de notre équipe l'année dernière. T'as recruté cet été du Eric Stokes, mais qui est un ancien premier tour des Packers. Pareil, c'est un joueur qui a eu pas mal de soucis de blessure, donc je pense que Dan Potter a clairement sa carte à jouer dans Et qui est pas bon. Oui, c'est ça. Après, tu vois, tout dépend des systèmes. Peut-être le mec peut se révéler, il est encore jeune, tu vois, il a encore que 24 ans, 25 ans, Eric Stokes. Donc voilà, Darren Porter, je pense, c'est un joueur qui a beaucoup encore. Il a encore son âge, il est quand même il a 24 ans, mais je pense qu'il a un gros potentiel, mine de rien. Donc ça va être intéressant à suivre. Et le deuxième joueur qui m'intrigue beaucoup, c'est Dante Thornton, le receveur de Tennessee.
Voilà, je le mentionnais tout à l'heure, mais on avait des besoins pour attaquer la profondeur. On sait que Geno Smith, c'est un quarterback qui est très bon pour attaquer le jeu deep. On l'a vu avec DK Metcalf notamment et Tyler Lockett. C'est un joueur qui a une très très bonne précision sur le troisième niveau. Et je pense qu'un Dante Thornton rentre totalement dans le profil de joueur avec lequel Geno Smith arrive à performer. C'est un joueur c'est un 6'5", donc assez grande taille, qui court le 4, je crois qu'il a couru en dessous des 4,35 ou 4,34, un truc comme ça. Donc c'est pour vous faire un ordre d'idée, je crois que depuis 20 ans, il y a à peine même pas 4-5 receveurs qui, à cette taille-là, ont couru aussi vite. Donc ça montre que c'est vraiment un joueur qui peut être très très impactant sur le jeu du troisième niveau, ou en tout cas pour le jeu deep. Et même si à Tennessee, qui est une offense qui demande à leur wide receiver de faire quelques tracés spécifiques et ils t'enferment un peu dans une case et c'est pas le meilleur développement quand tu as un wide receiver quand tu joues à Tennessee. Et je pense que c'est qui l'a fait chuter en tout cas dans les boards, c'est parce que c'est un joueur qui est encore brut et encore très incomplet sur ses tracés qu'il est en train de couvrir. Donc voilà, c'est un joueur à développer, mais c'est un joueur qui dans un premier temps, je pense en année 1, peut sur certains packages va t'apporter sur le jeu deep pour ouvrir, écarter le jeu et pour éviter aussi de congestionner la boîte parce que tu sais que tu vas avoir un jeu au sol très proéminent. Oui. Et qu'on va éviter de mettre 8 joueurs dans la boîte pour bloquer Ashton Jeanty. Donc du coup, pour éviter ça, tu mets des joueurs qui peuvent attaquer la profondeur. Et en fait, sur cette stratégie-là, en fait, moi je suis totalement d'accord en fait. Et c'est à partir de là où je me dis qu'on a été cohérent en fait avec notre stratégie au global qui était de renforcer le jeu au sol, mais aussi en même temps de donner des pièces à Geno Smith pour être performant et pour donner le meilleur de lui-même pour cette saison 2024-2025. Enfin 2025 plutôt même. Je te rejoins. Après, moi, un sortant de receveur qui va vite, j'ai encore quelques boutons. Tu Ouais, on l'a pas pris au deuxième tour. Il s'appelle pas Taekwon, celui-là. Mais oui. Bon, je vous souhaite le meilleur avec ce joueur-là, plus de réussite en tout cas. Exactement. Puis pour finir, peut-être je fais vraiment une petite parenthèse, mais j'ai bien aimé les 2 picks de defensive tackle et le pick un peu fun que j'aime bien. Il y a 2 picks fun que j'aime bien, c'est JJ Pegues qui est un defensive tackle fullback pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est un joueur qui, quand Genty a la balle, quand il a un fullback devant lui, c'est un mec qui fait peut-être 150 kilos, peut-être un Patrick Ricard, un futur Patrick Ricard, on verra ce que ça donne. Et il y a aussi le profil au 6e tour, un Tommy Mellott qui était un quarterback de Montana State, qui était un quarterback de 2e division universitaire, donc c'est pas un quarterback sur lequel il est très bien coté, mais par contre il a des tests athlétiques complètement déments pour la position. Je crois que c'est pareil, je crois qu'il est au-dessus des 9,90 sur le relative athletic score, donc qui est la mesure du niveau d'athlétisme de certains joueurs. Et visiblement, il va changer de position, il va passer en tant que wide receiver. Donc ça va être intéressant à suivre. Peut-être son développement, il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être c'est un mec, peut-être dans 2 ans il est coupé, hein, je dis ça, mais je me dis au moins, tu vois, c'est un petit pari, on peut se dire que ça peut être sympa à tenter. Mais c'est un 6e tour, donc tu risques pas grand-chose. Et c'est low risk, high reward, comme on dit, outre-Atlantique. Exactement. Vous l'aurez compris, du coup, on a mis nos amis des Raiders mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On les a mis deuxième tiers en bons élèves. Ouais, peut-être un cornerback, peut-être un petit peu plus haut pour les mettre en vainqueur de draft. Oui, voilà. Après, on sait que c'est un profil très particulier aussi et que Pete Carroll apprécie. Il l'a fait avec Sherman il y a pas mal d'années. Il l'a fait avec l'autre des Whelan. Tariq Whelan, merci. Sur des pics sur des pics un petit peu plus lointains. Mais voilà, c'est des cornerbacks. Il arrive à mettre dans des bonnes conditions et à faire performer. Donc en fait, finalement, on peut considérer que ça va être un super move parce qu'on sait que derrière, ils seront bien encadrés et bien coachés. Donc, à lui de jouer, hein, dans l'absolu, s'il a un QI football ne serait-ce que décent, logiquement, il fera une bonne carrière jusqu'à temps que Pete Carroll soit coach des Raiders. Donc, c'est ça. Si tu arrives à ressortir avec trois bons joueurs sur tes 3 premiers pics, on pourrait estimer que la draft sera très réussie. Tu vois, pour l'instant, moi, de ce que je vois 2 starters sûrs et certains, potentiellement 3e avec Porter. Et après, beaucoup de mecs de rotation, en fait.
Et c'est ça que j'ai bien aimé, que j'ai envie de mettre en valeur aussi, tu vois. Pourquoi je les mets pas en vainqueur? Parce que tu aurais pu avoir une bonne value. Par exemple, je sais pas si au troisième tour, en fin de troisième tour, tu arrives à remonter un petit peu pour essayer de choper un Xavier Watts. Bah, tu vois, là je nous aurais mis en vainqueur, par exemple, Ouais. tout de suite. Ou comme tu disais, par exemple, si au troisième tour, tu me prends un Chavon Revel. Après, même s'il a des problèmes d'historique de blessure, je peux entendre que t'es pas fan du joueur à ce niveau-là. Mm. Mais tu vois, voilà, t'aurais peut-être pu faire un peu plus de value sur certains pics, mais Oui. au global, ton objectif numéro un était d'améliorer certaines positions. On peut pas tout Mm. améliorer, tu vois, on en a parlé, mais postes de linebacker, pareil, tu vas faire avec ce que t'as. Et ça va être. Parce qu'on pouvait pas forcément aussi adresser tous les besoins. Ça, c'est le problème de toutes les drafts aussi. Et puis il n'y avait pas non plus une classe de linebacker folle. Voilà, Enfin, ça. T'as pas reach au quand, deuxième ou troisième tour pour aller prendre un voilà, linebacker, tu vois, c'est ça que je me dis. quand on voit que Schweizinger il est pris avec le pic 33, bon, ça donne un peu la tendance un petit peu des linebackers, c'est-à-dire que les meilleurs sont partis très vite et ensuite c'était des paris. Donc ouais, je pense que c'est mieux de le prendre peut-être en free agency. Il y a encore des free agents Mm. disponibles sur ce poste-là. Écoute, tant un mec qui est déjà un petit peu établi en NFL, qui a déjà quelques années d'expérience, et puis tu vois la prochaine draft. C'est ça. Du coup, pour récapituler, hop, On va ressortir le petit tableau. exactement, mais mis à jour. Bien joué. Avec du coup les Chiefs et les Raiders en bons élèves, donc deuxième tiers, et puis les Chargers et les Broncos sur le troisième tiers. Bonne draft, mais 3 petits points, mais ça aurait pu être mieux, ou en tout cas des postes considérés peut-être un petit peu plus haut, comme on l'a expliqué pour les Broncos et pour les Chargers. Pas mal comme division en tout cas. Oui. Plutôt cohérente. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion pendant la draft que effectivement les 4 équipes draftaient plutôt bien et que voilà, c'était une division qui commençait à devenir très intéressante parce que les Chargers et les Broncos notamment avaient fini très largement en équilibre et avaient fait les playoffs. Donc voilà, une division qui était un petit peu raillée, je dirais, dans la NFL, puisqu'il y avait les Chiefs et les autres, commence à devenir extrêmement intéressante. Et puis on va espérer pour toi et pour tes Raiders que vous puissiez rentrer dans la danse de cette course et qu'il y ait une vraie division à 4. Ça peut être extrêmement intéressant à suivre. C'est ça. Non, on va espérer que on se soit renforcé plus que les autres. Mais bon, vu comment on en a parlé en bien des autres aussi également, je me dis que la saison va être en tout cas très serrée. Et ça, c'est C'est bien. ça. Ça, c'est bien. Ça ramène un peu de compétitivité. Et c'est pas plus mal quand on est fan de football. Exactement, intéressante et serrée, exactement. Merci Alex en tout cas pour Merci à toi. ce nouvel épisode. Je sais que celui-là te tenait extrêmement à cœur. Donc ça fait plaisir de parler de ton équipe de cœur après avoir parlé des Patriots il y a quelques jours de cela. On se retrouve dès demain avec la NFC Sud. Peut-être qu'on aura un petit invité ou 2 invités surprises. On attend de voir s'ils ont des disponibilités. Vous aurez la surprise demain. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout sur tous les réseaux. Twitter X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube et Twitch. Partout, le front office. Et de rejoindre le Discord si l'envie vous prend et que vous avez suffisamment d'espace sur votre téléphone pour installer l'application. Merci beaucoup une nouvelle fois Alex, merci à toutes et à tous. Bonne journée et bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football!